La semaine dernière, on s'était arrêté sur Titan, confirmé? Oui, Oui, c'est ça, hein. On s'était arrêté sur Titan, donc l'été, je vous avais raconté, qui était le plus gros satellite du système solaire, qui est à côté de Saturne, euh, qui est recouvert donc de méthane, avec des lacs de méthane, et il y a en dessous d'une couche de glace, on va dire sale, un océan liquide où je vous ai dit que grâce aux forces de marée avec la planète Saturne, en fait, le bas de l'océan, le fond de l'océan était chauffé à une température élevée, hein, probablement comme, si c'est comme sur Terre avec les évents hydrothermaux, probablement de l'ordre de, ça peut aller jusqu'à 300 degrés sur Terre, donc c'est très élevé. Donc là, on peut imaginer que c'est une température similaire. Et puis, donc, la température ensuite diminue peu à peu. Mais en tout cas, ça maintient l'océan sous forme liquide. Et donc, ça pourrait permettre, potentiellement, ça a pu permettre peut-être à la vie de se développer dans des conditions similaires à la vie qu'on connaît sur Terre. Voilà, je crois que je m'étais arrêté là. Et donc, ensuite, donc, on continue dans le domaine des planètes géantes. Euh, alors, ce sont des planètes donc, qui sont donc Uranus et Neptune, hein, qui sont formées comme Jupiter et Saturne, majoritairement de gaz, en fait très très proche de la composition du Soleil. Et ce sont donc des planètes qui sont très lointaines, donc qui sont très loin, donc qui sont très froides, et donc qui sont aussi un petit peu moins étudiées, surtout pour ce qui concerne Uranus et Neptune. Alors, Uranus, Uranus est associé à ce télescope-là, puisque c'est un Anglais dont je reparlerai en fait à un moment donné, un Britannique qui s'appelle Sir William Herschel, qui, en 1789, avec ce télescope qui a un diamètre de 1,26 m, une focale de 12 mètres, donc la focale, c'est la longueur entre l'objectif et l'endroit où on met l'œil, qu'on appelle l'oculaire. Et vous voyez, donc il y a ces échafaudages qui sont construits pour maintenir ce télescope. Alors, vous pouvez imaginer que ce n'est pas très flexible, hein, on ne bouge pas facilement le télescope. En fait, on bouge le télescope seulement de haut en bas, c'est-à-dire qu'on permet uniquement d'observer les astres quand ils passent, ce qu'on appelle au méridien, c'est-à-dire vers le sud. Donc, on peut avoir un système de cordes et de poulies que vous voyez d'ailleurs un petit peu sur ce schéma. On peut bouger le télescope de haut en bas, mais évidemment, on ne peut pas suivre très longtemps les objets quand ils passent au méridien. Donc, c'est assez primaire comme télescope, mais c'est un gros télescope, hein. Vous voyez la figure des gens à côté. C'est une grosse construction. D'ailleurs, les gens, il y a un peu du tourisme, on va dire astronomique presque, qui se produit, puisque les gens viennent voir ce télescope euh, pour voir cette construction très grande. Et donc, c'est avec ce télescope que William Herschel, en fait, va découvrir la planète Uranus. Alors, évidemment, il ne la découvre pas sous cette forme-là. Lui, ce qu'il découvre, c'est un petit point un peu bleuâtre dans son télescope. Et il se rend compte que c'est une planète, puisqu'en fait, elle se déplace régulièrement sur le fond de ciel, à l'inverse des étoiles qui, elles, ne se déplacent pas vite. Certaines qui sont proches se déplacent un petit peu, mais pas à la vitesse des planètes autour du Soleil. Comme Uranus, évidemment, même si elle est loin, elle tourne quand même autour du Soleil. Alors, elle tourne lentement puisqu'elle est loin, mais elle tourne quand même. Et donc, il voyait le déplacement d'Uranus sur le fond du ciel. Alors, donc, cette image que vous voyez là, c'est une image qui est prise par Voyager, l'image d'Uranus. C'est une image qui est prise par Voyager, la sonde Voyager, qui est partie dans les années 1980, et donc qui est passée à côté de toutes les planètes géantes, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. J'ai déjà parlé de la version Voyager. Et donc, elle prend cette image de la planète Uranus. Vous voyez ici un petit nuage sur cette planète. Vous voyez qu'on ne voit pas beaucoup de détails sur cette planète. En fait, elle est l'atmosphère apparaît très homogène, hein. À l'inverse de Jupiter, qui avait toutes ses bandes équatoriales, et Saturne, qui a aussi des bandes équatoriales. On voit aussi des anneaux très clairement. Bien, Uranus, elle a une atmosphère qui semble beaucoup plus homogène. Alors, c'est une planète qui n'est pas visible à l'œil nu.
Et c'est une planète qu'on peut voir euh, avec un petit télescope, une petite lunette, mais il faut savoir où elle est parce que sinon, eh bien, c'est juste un petit point bleuâtre dans le ciel. L'autre chose qu'on peut dire sur cette découverte-là, c'est que, eh bien, en fait, c'était tout de même, il faut se représenter ça, c'est la première planète qu'on découvre depuis l'Antiquité, puisque, je vous rappelle, les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne étaient connus depuis toujours. En fait. On ne sait pas qui est le premier ou la première à l'avoir repéré, puisque ces planètes-là sont connues. On a des, des écrits sur ces planètes qui datent des Sumériens, donc des Babyloniens, donc à une époque il y a 4000 ans à peu près, 3000, 4000 ans. Donc ce sont des planètes qui sont connues depuis l'Antiquité. Et là, donc en 1789, William Herschel, euh, euh, en 1781, pardon, 1781, William Herschel découvre cette planète Uranus, qui va donc ouvrir le champ, on va le voir, à d'autres découvertes de planètes. Voilà, donc il fait cette découverte en plus par un moyen qui est autre que l'œil humain, puisque c'est cette fois-ci grâce à un gros télescope que vous voyez sur cette image qui découvre cette planète. Voilà donc l'image d'Uranus par Voyager 2. Donc là, vous voyez deux images, dont l'une à droite est en fausse couleur et essaye un petit peu de relever les différences qu'on peut voir dans l'atmosphère d'Uranus. Et vous voyez, donc en effet, il y a des gaz, on peut apercevoir des différentes couches atmosphériques, un peu comme on voit sur Jupiter ou Saturne, mais très très faibles. On voit bien que l'atmosphère est vraiment très très homogène, beaucoup plus homogène que la plupart des autres planètes géantes. Monsieur? Oui, Du coup, Uranus, en fait, il l'a découvert un peu au hasard, vu qu'il pouvait pas l'avoir à l'œil nu ni quoi que ce soit. oui, tout à fait. Alors en fait, oui, 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 tout à fait. Vous avez bien fait de me le rappeler, parce que je vais vous le dire, mais j'ai oublié. En fait, Herschel ne cherchait pas spécialement euh, une planète. Herschel cherchait plutôt des nébuleuses. Il était intéressé par les nébuleuses, c'est-à-dire tous les objets qui sont nébuleux qu'on voit dans le ciel. Donc, ils peuvent être soit des naissances d'étoiles, soit des morts d'étoiles, on va en parler plus tard, et même des comètes. Voilà, il était vraiment intéressé par tous ces objets un peu nébuleux. Et en fait, au départ, il est tombé sur cet objet qui bougeait sur le fond des étoiles, donc un peu comme euh, une comète peut bouger, mais cet objet-là était ponctuel. Il n'était pas du tout, il n'avait pas de dimension comme on peut voir sur une comète ou sur une nébuleuse. Donc il a rapidement compris que c'était une planète qu'il voyait, qu'il découvrait. Alors, je dois dire aussi qu'il était très aidé par sa sœur Caroline Herschel dans ses observations. Et que Herschel était aussi un grand musicien. Donc, il y a même on a des compositions d'Herschel qui ne sont pas très, très connues, mais voilà, c'est pour dire que c'était un homme assez multiple et très aidé dans toute son expérience astronomique, dans toutes ses découvertes par sa sœur. Et on en reparlera puisque Herschel a découvert autre chose euh, qui est très, très important. Il a découvert aussi le rayonnement infrarouge. C'est lui qui le premier découvre qu'il y a un rayonnement qui n'est pas visible et qui est infrarouge. Et il a aussi fait des cartes de la Voie lactée, notre galaxie. Donc il se posait des questions sur où est-ce qu'on était, comment était le monde autour de nous, la distribution des étoiles autour de nous, etc. Donc, il se posait beaucoup de questions et il faisait beaucoup d'observations avec son télescope. Donc voilà, donc ça c'est Uranus. Et donc, bah, vous le savez, la planète qui arrive après Uranus, c'est donc la dernière des 4 planètes géantes, c'est Neptune. Alors, Neptune a une histoire particulière puisque, en fait, en faisant des calculs un peu précis sur la position d'Uranus, puisque à cette époque-là, donc, vous voyez, à la fin du XVIIIe siècle, on avait déjà la théorie de Newton, donc la mécanique céleste, depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle, donc ça faisait plus d'un siècle, ça faisait plus de 2 siècles.
Donc, on faisait des calculs assez précis sur eh bien, la position des planètes. Et en fait, on s'est rendu compte peu à peu que Uranus avait un mouvement un petit peu étrange et que Uranus avait un mouvement qui n'était pas cohérent avec juste sa rotation autour du Soleil. Il y avait quelque chose, en fait, un autre astre, un autre corps céleste qui le gênait. On dit, en mécanique céleste, on dit qu'il le perturbait, qu'il perturbait son mouvement. Et en fait, ça va ouvrir la voie vers la découverte d'une huitième planète qui est donc Neptune. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, la rotation autour du Soleil de Uranus était gênée par une hypothétique neuvième planète. Alors, au départ, comment ça s'est fait? Ça s'est fait par le calcul. Donc ça, c'est une grande différence avec la découverte de Uranus qui s'est faite uniquement par l'observation. La découverte de Neptune s'est faite par le calcul. C'est en fait le, le directeur de l'Observatoire de Paris, qui s'appelle Urbain Le Verrier, qui fait des calculs assez précis de la position d'Uranus, et il se rend compte qu'il y a un problème. Donc, ce problème-là, il identifie, il dit, ça doit être un corps céleste qui se trouve à telle distance d'Uranus, et donc il doit se trouver dans cette région-là du ciel. Il envoie sa position. Urbain Le Verrier, c'était plutôt un calculateur, ce n'était pas du tout un observateur. Donc lui, il envoie sa position aux astronomes qui sont dans l'Académie des sciences. Les astronomes, en fait, n'en font rien de sa position. Il se passe plusieurs semaines sans qu'ils n'observent à la position prédite par Le Verrier. Le Verrier, à un moment donné, en a marre, et donc il envoie sa position à Berlin, l'observatoire de Berlin, qui avait à peu près les mêmes moyens d'observation que l'observatoire de Paris. L'observatoire de Berlin, il y a un certain Galleux qui, le soir même où il reçoit la position, observe dans la région prédite par Urbain Le Verrier, et bingo, il tombe tout de suite sur un corps céleste qu'il identifie comme la huitième planète, Neptune, qui perturbe le mouvement d'Uranus. Donc là, c'est vraiment une grosse découverte. Vous voyez, ça, on est même pas un siècle, là, on est à peu près combien? 75 ans, trois quarts de siècle après la découverte d'Uranus, et on découvre une deuxième planète, à part celle qui était, quand on met de côté celle qui était découverte depuis l'Antiquité, et ces deux planètes, en fait, on se rend compte qu'elles ont une interaction gravitationnelle. Donc voilà la planète Neptune, prise en photo par Voyager. Vous voyez, on retrouve les bandes nuageuses qu'on a sur Jupiter et sur Saturne, et on retrouve même un ouragan très très fort ici, un peu comme la tache rouge de Jupiter dont on a parlé là, il y a deux cours. Et vous voyez donc cet ouragan qui continue depuis très longtemps et qui est entretenu par tous les mouvements. Il y en a d'autres ici, il y a plein de petits ouragans ici. Donc voilà Neptune. Euh, on, on pense qu'il y a quelque chose à une certaine position, on regarde à cette position et on la découvre. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant, en tout cas pour l'époque, et ça plaît beaucoup aux gens d'avoir, aux personnalités de l'époque, de découvrir comme cela une planète uniquement par l'observation. Alors ça, c'est une image donc, prise par Voyager 2 en 1989. Et ici, vous avez une bande nuageuse dans Neptune, enfin un zoom sur une bande nuageuse. Donc voilà, donc il y a 8 planètes dans le système solaire. Mercure, Vénus, Terre, Mars, ceinture d'astéroïdes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Donc là, on est en 1846 et tout se passe bien comme ça. Mais il va y avoir, au début du XXe siècle, une neuvième planète. Alors, il faut dire que, en fait, depuis la découverte de Neptune, tout le monde, enfin beaucoup de gens, recherchent une neuvième planète pour différentes raisons.
Et donc là, la 9e planète, c'est un astronome qui va utiliser un télescope qu'il a dans son jardin pour repérer ce corps-là. Alors évidemment, ça, ce n'est pas une image prise par lui. Donc c'est Clyde Tombaugh qui va découvrir ça dans les années 1910. Il découvre cette planète qui va être surnommée Pluton. Alors là, l'image que je vous montre, c'est une image prise par une sonde qui s'appelle New Horizons, qui est passée au-dessus de Pluton à une grande vitesse et qui a pris quelques images, qui les a renvoyées sur Terre. Et donc on a ces superbes images d'un monde glacé avec en fait un glacier d'azote qui recouvre quasiment une grande partie de la planète Pluton. Donc ça, c'est la Sputnik Planum, c'est le nom de cette surface-là. Et ça, c'est une image prise en 2015. Alors, l'histoire de Pluton est assez intéressante, puisque, en gros, à peu près un siècle après sa découverte, elle a été déclassée comme planète. Aujourd'hui, Pluton, on ne la considère plus comme une planète, on la considère comme une planète naine. Alors, ça a été fait, ce changement a été voté en 2009 par l'Union astronomique internationale. Et en fait, la raison principale, elle est que Pluton est une planète qui est toute petite. C'est une planète qui a une orbite qui n'est pas dans le plan de l'écliptique, c'est-à-dire de toutes les orbites des planètes. Et c'est une planète qui, on dit qu'elle n'a pas fait le ménage sur son orbite, c'est-à-dire qu'elle n'a pas accrété toute la matière qui se trouve sur son orbite. Donc cette planète-là est trop petite, inclinée, et n'a pas fait le ménage. Donc c'est une planète naine. À vrai dire, on avait le choix entre deux choses. Soit déclasser Pluton comme planète, et la classer comme planète naine, soit classer Pluton dans les planètes naines, dans les planètes, pardon, les vraies planètes, mais à ce moment-là, il fallait en mettre beaucoup d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres planètes comme Igea, Sedna, il y a beaucoup d'autres planètes qui sont de la taille de Pluton, et, et donc la liste serait allongée, il aurait fallu apprendre toutes ces planètes, ça c'était fatigant pour tout le monde, pour les petits écoliers comme pour les grands aussi. Donc Pluton n'est plus une planète, et un peu aux grandes dames des Américains, puisque, eh bien, évidemment, c'était la seule planète qu'ils avaient découverte. Bon, toutes les autres planètes connues depuis l'Antiquité ayant été découvertes par, je ne sais pas qui, par les premiers humains, probablement. Les autres planètes, on a vu Uranus découverte par un Anglais, Neptune découverte, c'est une découverte, on va dire, franco-allemande, et Pluton découvert par un Américain. Donc c'est au grand dam des Américains, mais la science est au-dessus des frontières, et donc l'Union astronomique internationale a décidé qu'il était préférable de garder comme planète uniquement des planètes qui sont des corps gros, qui sont tous dans le même plan et qui ont fait le ménage, c'est-à-dire qu'ils ont accrété toute la matière qui se trouve sur leur orbite. On en vient maintenant à des petits corps plus petits que les planètes, mais qui ont une grande importance, qui sont ce qu'on appelle les comètes. Alors je m'arrête un petit peu ici. Tout d'abord, pour vous demander si vous avez des questions. Non, tout va bien. Donc je continue. N'hésitez pas, soit sur le chat, soit sur son direct à me poser des questions. Donc ensuite, on en vient aux comètes. Alors pourquoi on en vient aux comètes maintenant? En fait, j'aurais pu venir un peu plus tôt, puisqu'on a des comètes qui sont situées plus proches que les confins du système solaire, donc plus proches que Pluton. Par exemple, les comètes qui sont situées au niveau de Jupiter. J'en viens maintenant parce que en fait, la plupart des comètes en fait, sont loin, et en particulier proviennent de ce qu'on appelle le nuage de Oort, qui est un réservoir de matière qui se trouve très très loin, au-delà, bien au-delà des confins du système solaire. Alors des comètes, il y en a plusieurs, il y en a plein qui nous visitent constamment. Il y en a une actuellement qui est en train de se rapprocher de nous. Celle-là, c'est la comète Giacobini-Zinner, parce qu'elle a été découverte par Giacobini-Zinner, photographiée en 2018. Et donc, vous voyez ici ce qu'on appelle le noyau de la comète, et puis vous avez la coma et la chevelure de la comète. En fait, quand vous voyez cette image-là, vous savez tout de suite où se trouve le Soleil,
puisque le Soleil se trouve toujours à l'opposé de la queue de la comète. Donc là, le Soleil, il est par là-bas. Le Soleil, il chauffe le noyau, et la comète étant constituée de beaucoup de poussière et aussi de glace d'eau, le Soleil va chauffer la glace d'eau qui va en fait euh, entrer donc en ébullition, devenir du gaz et partir. Donc là, ce que vous avez, c'est du gaz, d'eau et de la poussière qui sont en train de s'échapper du noyau de la comète. Et ça, c'est ce qu'on peut voir sur toutes les comètes. Donc, je vous en montre quelques-unes ici. Vous en avez une autre, c'est la comète Mach-Holtz-Fujikawa-Iwamoto. Donc là, c'est les trois noms de ceux des Japonais qui ont découvert cette comète, prise en novembre 2018. Et donc là, vous retrouvez ce noyau ici, la coma, et la queue de poussière qui est ici, que vous voyez un petit peu mieux sur l'image du bas qui est en inversé, avec la comète et cette queue de la comète ici. Et alors, ce que vous voyez aussi ici, ce qui est intéressant sur cette image en bas, on ne voit pas sur l'image d'en haut, mais l'image d'en bas est en fait plus précise, c'est que vous voyez que la comète se déplace plus vite. En fait, elle se déplace sur le fond des étoiles. La comète se déplace en fait assez vite, même par rapport aux planètes, par exemple. Et donc, vous allez voir, même en quelques minutes, le noyau cométaire va se déplacer sur le fond des étoiles. Donc là, sur cette image-là, comme on a plutôt privilégié de prendre la comète en photo, la, la photo, l'appareil suit le mouvement de la comète et c'est pour ça que vous voyez des filets sur ces étoiles. Et ça vous rappelle peut-être quand je vous ai montré au début du cours les filets d'étoiles où on prend une image pendant longtemps, on pose son appareil photo comme ça, on intègre pendant très longtemps et on voit un filet d'étoiles qui commence à se former et le filet d'étoiles est plus long lorsqu'on pose plus longtemps. Donc là, c'est pour ça qu'on a un petit filet parce que la pose n'est pas si longue sur cette comète. Mais donc, ce que vous voyez, c'est de nouveau le noyau et la queue cométaire qui est ici, derrière le noyau. Un autre exemple, ça c'est une autre comète qui s'appelle Mach-Holtz, du nom de l'Allemand qui l'a découverte. Les comètes, on donne le nom du découvreur. À la différence des astéroïdes, où en fait, les astéroïdes ont un numéro et on peut donner le nom de quelqu'un à un astéroïde, mais on ne peut pas donner son nom. Donc ça, c'était une comète découverte en 2017. Et là, alors ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est, vous voyez, en fait, on a caché le Soleil avec un masque, ce qu'on appelle un coronographe. Ça, c'est en fait le satellite SOHO qui est destiné à observer le Soleil, qui a vu passer une comète dans les environs du Soleil. Et donc, vous voyez, c'est un regroupement de plusieurs images. Et là, vous voyez deux choses. Vous voyez d'abord l'orbite elliptique suivie par la comète qui se rapproche du Soleil et qui va ensuite repartir. Il faut savoir qu'une comète, elle peut être soit sur une orbite fermée, donc elle va être périodique, soit sur une orbite ouverte, hyperbolique par exemple, et elle peut passer qu'une seule fois. Donc là, celle-là, donc vous voyez qu'elle est sur une orbite comme ça, qui est elliptique, donc fermée ou ouverte, on fait de la, on n'en sait rien. Et ce que vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la queue est toujours dirigée à l'opposé du Soleil, toujours à l'opposé du Soleil. Vous voyez que l'inclinaison de la queue suit la direction du Soleil. Alors, elle le suit, elle est un petit peu courbée quand même, voilà. Et ça, c'est du fait évidemment du mouvement de la comète. Mais en gros, elle est quand même toujours vers la direction du Soleil. Un autre exemple, ça c'est la comète Hartley, où là on a pris une image en se rapprochant de cette comète. Donc là vous voyez la taille, on est typiquement de l'ordre de 1 km sur ce noyau cométaire. Et donc là c'est une sonde qui s'est rapprochée de la comète et qui a pris cette image. Et ce que vous voyez sur cette comète, c'est des jets de gaz ici. Et ces jets de gaz, ils sont dus, comme tout à l'heure, au chauffage du Soleil qui va chauffer ce corps qui est formé principalement de poussière et de glace d'eau et ça va dégazer.
Il faut savoir qu'une comète, c'est très poreux. On a, pour l'une des comètes, je vais vous la montrer tout de suite, voilà celle-là, pour la comète Churyumov-Gerasimenko, c'est celle-là, Chury, eh bien, c'est une comète on s'est posé dessus. Il y a une sonde qui s'appelle Rosetta qui est partie sur cette comète et un atterrisseur qui s'appelle Philae qui s'est posé sur la comète. Et donc, qui a pu faire des mesures assez précises de la composition de la comète. Et on s'est rendu compte que cette comète a une porosité de l'ordre de 80%. C'est-à-dire qu'il y a 80% de vide dans le volume de la comète. Donc, c'est un corps qui est vraiment très, très poreux. Et on a en fait principalement de la poussière, de la glace d'eau et du vide. Et donc, quand cette poussière et cette glace d'eau sont chauffées par le soleil, voilà ce qui se passe, ça dégaze comme ça avec des jets de gaz. Donc, sur Chury, on s'est posé. Alors, vous voyez aussi un peu la particularité d'un tel corps. En fait, c'est un petit corps, hein, ça fait à peu près 3 par 4 km, c'est petit. Et ce qu'on voit surtout, c'est que vous voyez, il y a 2 noyaux. Alors, en fait, on pense qu'il y avait au départ 2 comètes qui se sont rapprochées l'une de l'autre et qui se sont collées. Et probablement à faible vitesse, ce qui fait que les 2 noyaux sont restés collés. Comme 2 boules de neige que vous collez l'une à l'autre, les 2 boules de neige restent collées. Là, c'est pareil. Donc, et c'est aussi probablement pour ça qu'ici, vous voyez on a l'impression que le sol est plus régulier, alors que là, il est très irrégulier avec beaucoup de sortes de petites falaises, des affaissements. Donc ça, c'est les comètes. Je vous remontre cette image-là. Vous voyez que là, on a la queue de la comète. Donc, cette queue de comète, elle est composée de poussière, de gaz, d'eau, sous forme de glace, de poussière. Cette poussière, on va la retrouver. On va la retrouver sous forme d'étoiles filantes. Puisque... Monsieur, Oui. je ne sais pas si vous avez vu, il y a Adèle qui a posé une Ah non, je n'avais question pas vu, dans pardon. le chat. Pour qu'elle soit avec de la glace d'eau, c'est qu'il y a de l'eau dans l'espace. Oui, tout à fait, il y a de l'eau dans l'espace. En fait, il y a beaucoup d'eau dans l'espace, comme on l'a vu, on a dû le voir à peu près à chaque fois qu'on parlait des planètes. En fait, il y a de l'eau partout sur les planètes, et il y a de l'eau aussi dans les astéroïdes. Évidemment, ce n'est pas de l'eau liquide, hein, c'est de l'eau sous forme de glace, et les comètes, elles, sont formées de glace d'eau. Et en fait, cette eau, elle vient d'où? Elle vient elle était là lors de la formation du système solaire, c'est-à-dire que quand les planètes se sont formées, elles sont formées à partir d'un grand ensemble de poussières qui se trouvait autour du Soleil, et cette poussière était composée donc de molécules organiques, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du soufre, du phosphore, etc., mais aussi de l'H2O, c'est-à-dire de l'eau. Donc il y avait de l'eau sous forme de glace, mais on a de l'eau sous forme de glace sur la Lune, hein, dans les cratères polaires de la Lune, on a de l'eau sous forme de glace. On a de l'eau sous forme de glace dans les cratères de Mercure, qui pourtant est très proche du Soleil. On a même de l'eau sur Vénus, alors pas beaucoup, mais un petit peu d'eau. On a beaucoup d'eau sous forme de glace sur Mars, en particulier dans les calottes polaires et aussi dans le sous-sol martien. Donc on a de l'eau un peu partout. On a de l'eau dans les anneaux de Saturne. Évidemment, je ne parle pas de la Terre, on a aussi de l'eau sur la Terre. Voilà, on a de l'eau partout, et cette eau, principalement, provient de la formation du système solaire, lorsque le système solaire s'est formé. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que les corps qui sont très vieux, qui datent de la formation du système solaire, qui sont justement les astéroïdes et les comètes, eh bien, ces corps-là renferment la glace d'eau qu'il y avait à la formation du système solaire. Donc, c'est pour ça, en effet, que les comètes sont composées en grande partie de glace d'eau. Merci Adèle, ça m'a permis de clarifier cette question-là. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les comètes qui sont composées donc de poussière de glace d'eau, elles ont cette queue. Et cette queue de poussière, il arrive en fait, quand les comètes se déplacent, elles laissent de la poussière sur leur trajectoire. Et si la trajectoire de la comète croise la trajectoire de la Terre, eh bien, il va y avoir des petites poussières qui vont rentrer dans l'atmosphère de la Terre. Et ces petites poussières,
c'est ça qui donne les pluies d'étoiles filantes. Pourquoi on parle? Alors, les étoiles filantes sont créées par de la poussière qui rentre dans l'atmosphère de la Terre, un petit bout de poussière qui fait peut-être même 1 gramme, hein, quelques grammes, qui va entrer, ça va faire une traînée brillante. Et pourquoi on parle de pluie d'étoiles filantes? Parce qu'il y a plein d'étoiles filantes qui tombent à ce moment-là. Je vous montre un autre exemple. Voilà, par exemple. Ça, c'est les Orionides. On le voit parce qu'il y a Orion, hein, la constellation d'Orion qui est là. Et donc, toutes ces étoiles filantes, vous voyez, elles viennent du même point. On a l'impression qu'elles viennent de la constellation d'Orion. On les appelle les Orionides. Alors, en fait, il y a rien, elles ne viennent pas de la constellation d'Orion. On a l'impression, comme ça, visuelle, qu'elles proviennent de cette direction-là. Et pourquoi? Eh bien, en fait, parce que il y a une comète qui a laissé des poussières sur sa trajectoire, et à chaque fois que la Terre, donc chaque année, au même moment, lorsque la Terre traverse cet essaim de poussière, il y a des étoiles filantes qui se créent à cause des poussières de comètes. Les Orionides, elles proviennent de la comète de Halley, tout simplement. La comète qui est périodique, qui a une période de 76 ans, si je me rappelle bien. Cette comète-là, elle vient donc régulièrement sur croiser la trajectoire de la Terre. Et donc, il y a des petites poussières qui se créent, des poussières qui tombent sur la Terre et qui provoquent donc ces essaims d'étoiles filantes. Il y a un autre essaim que vous connaissez bien, c'est celui qui a lieu au mois d'août, vers le 12-13 août. On a une pluie d'étoiles filantes qu'on appelle, on dit souvent c'est la nuit des étoiles, le 12-13 août, et donc il y a plein d'étoiles filantes. Et c'est la comète Swift-Tuttle qui est à l'origine de ces étoiles filantes. Donc chaque année, la Terre va croiser cet essaim et va entrer en collision avec ces poussières-là. C'est pour ça qu'on prédit à l'avance quand est-ce qu'on aura une pluie d'étoiles filantes, et c'est pour ça aussi qu'on sait si la pluie d'étoiles filantes sera importante ou ne sera pas, etc. Évidemment, on a plus de possibilités d'avoir des étoiles filantes, beaucoup d'étoiles filantes, lorsque l'essaim et la Terre se rentrent dedans comme ça, plus que si c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que les étoiles, les poussières arrivent vers l'arrière, c'est-à-dire quand la Terre se déplace de l'autre côté. Donc on a souvent des essaims comme cela. Alors là, là, je vous montre un autre exemple qui est un petit peu plus dramatique. Enfin, dramatique, il n'y a rien de dangereux, mais c'est plus impressionnant, c'est ça que je veux dire. Là, c'est ce qu'on appelle un bolide. C'est-à-dire que c'est une étoile filante qui est une poussière, en fait, qui est un peu plus qu'une poussière, c'est-à-dire que c'est un petit caillou qui peut-être fait d'ordre de 1 cm, hein, ce n'est pas non plus quelque chose de très très gros, mais qui, en se confiant dans l'atmosphère, va laisser cette traînée brillante, et même là, qui devient extrêmement brillante à la fin. On peut parfois même entendre un bang sonore lorsque un caillou qui est assez gros se consume comme ça dans l'atmosphère. Et si le caillou est encore plus gros, eh bien, ça peut même tomber sur Terre. Et à ce moment-là, ça fait un météorite. Les météorites, souvent, qui sont formés de fer, pour la plupart, de matériaux assez denses. Et là, vous reconnaissez peut-être sur cette image la grande ours qui est ici, voilà, juste au-dessus. Donc ça, c'est une image, donc on voit tout de suite, c'est une image qui a été prise depuis l'hémisphère nord. Vous voyez ici cette vallée. Je ne sais pas où c'est exactement, mais ça peut être dans les Alpes, ça peut être... voilà. En tout cas, c'est pris de l'hémisphère nord, et vous voyez ce bolide qui est au fond ici. Un autre exemple, c'est celui-là où là, on voit de nouveau très bien la provenance de ces étoiles filantes. Elles proviennent, quand vous remontez le point qu'on appelle le point radiant, c'est-à-dire la direction d'où proviennent ces étoiles filantes, eh bien, vous voyez qu'elles proviennent toutes d'un même point qui correspond à l'endroit où se trouve la direction de l'essaim que la Terre est en train avec laquelle la Terre est en train d'entrer en collision. Et donc aujourd'hui, on monitore, c'est ce que je veux vous dire là, on monitore la provenance des étoiles filantes. Donc là, par exemple, vous avez un exemple d'une caméra qui a pris ce bolide qui provient d'une étoile filante des Orionides, c'est-à-dire l'essaim provenant de la comète de Halley.
Et pourquoi on suit on a des caméras donc, qui sont situées à différents endroits dans le monde qui essayent de suivre la trajectoire comme ça des étoiles filantes et ça permet de retrouver des météorites quand une étoile filante va tomber. Quand vous avez une grosse étoile filante, un gros bolide en fait et qui va pas se consumer entièrement, je vous ai dit ça fait un petit météorite, à ce moment-là on va le retrouver par terre quelque part, mais pour ça il faut l'avoir suivi jusqu'à sa chute. Voilà, et là, donc, je vous montre un dernier exemple de météorite qui est en train de tomber. Donc là, c'est un bolide, hein. Avec cette belle image, vous voyez, avec la couleur qui change. Ça, c'est en fonction de quelle couche atmosphérique le météorite est en train de traverser. Vous n'avez pas la même densité, donc pas la même température de combustion, donc ça ne fait pas la même couleur. Et vous voyez qu'à la fin, donc, il est en train de se consumer entièrement, et après, il ne reste plus rien. Donc là, vous pouvez très bien partir d'un objet qui fait 1 kg, donc déjà un gros météorite, et à la fin, vous n'avez plus rien. C'est tout à fait possible, parce qu'il s'est consumé entièrement dans l'atmosphère. Il faut imaginer quand même que vous arrivez à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres heure, et donc vous consumez complètement dans l'atmosphère. La seule façon de ne pas se consumer, c'est d'avoir un parachute, un bouclier thermique. Ça, c'est ce qui permet, quand on envoie des missions et qu'on veut récupérer les astronautes qui sont sur la station spatiale, on a des modules qui ont des boucliers thermiques et des parachutes, qui permettent de freiner. Mais évidemment, ce n'est pas le cas des météorites qui, elles, n'ont rien du tout. Donc, elles ne font que se consumer en passant dans l'atmosphère terrestre. Voilà pour les comètes et les météorites. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Pas de questions? Eh bien donc, avec ces dernières images, en fait, on est arrivé aux confins du système solaire. Donc là, vous avez, vous avez la représentation de notre système solaire, donc, avec le Soleil qui est ici, à gauche, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Alors, vous voyez déjà que quand on est faire le chemin déjà jusqu'à Jupiter, c'est long, hein. Ça nous prend à peu près 10 ans avec les sondes actuelles. Bon, et vous voyez que le chemin de Jupiter à Saturne, c'est à peu près le même que du Soleil à Jupiter. Pour aller sur Uranus, de Saturne à Uranus, c'est à peu près la même distance que de Soleil à Saturne. Uranus à Neptune, c'est à peu près encore une fois la même distance que Saturne à Uranus. Ensuite, il y a Pluton, planète naine. Donc là, on est à 34 fois l'unité astronomique, c'est-à-dire 34 fois la distance Terre-Soleil. Et puis ensuite, on a d'autres petites planètes, des planètes naines dont je vous ai parlé, Sedna, Eris, voilà. Et on a une qui se trouve à 120 unités astronomiques, qui est 2018 VG18. 120 unités astronomiques, c'est-à-dire 4 fois plus loin que Pluton. Et en fait, le système solaire ne s'arrête toujours pas là, c'est-à-dire qu'on peut aller encore plus loin. Actuellement, on se demande même s'il n'y a pas une 9e planète, c'est-à-dire après Neptune, s'il n'y aurait pas une 9e grosse planète qui pourrait être bien plus loin, même plus loin que Far Out, là, que vous voyez ici. Donc, on recherche dans les images s'il n'y a pas un corps qui se déplace. Mais s'il est loin, c'est-à-dire qu'il ne se déplace pas vite, donc ce n'est pas facile à trouver. Voilà, et bien nous sommes arrivés au fin du système solaire. Alors plus loin, qu'est-ce qu'on a? Plus loin, on va avoir ce nuage de Oort dont je vous parlais avec le surréservoir de comètes. Et bien tout cela nous amène à la fin du système solaire. Du coup, je fais une petite pause. Est-ce que vous avez des questions là sur tout ce qu'on a dit sur le système solaire? Ça tombe bien parce que tout à l'heure, on va avoir un exposé sur le système solaire. Comme ça fera un petit récapitulatif. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez tout compris? Ouais, pas de questions? Super. Du coup, Monsieur, ouais, allez-y. Ouais. moi j'ai une question. Oui. Comment ils ont... Enfin,
décider que c'était la fin du système solaire? Ah oui, c'est une très bonne question. Personne n'a rien décidé. En fait, on parle plutôt de confins plutôt que de fins. C'est-à-dire les confins, c'est vraiment le bout, si vous voulez, c'est le bout du jardin. C'est le bout du territoire. C'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est pas facile de le savoir. À vrai dire, on a aujourd'hui 2 sondes, trois, on va dire, 2 à 3 sondes qui ont atteint les confins du système solaire. C'est-à-dire, pour l'instant, on les place à peu près à la distance de Pluton, un petit peu plus. Comment on sait que ça s'arrête? Eh bien, c'est principalement dû à l'activité du Soleil. Parce que sur toute la distance Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, et Neptune, donc Pluton en fait, on a une activité du Soleil qui est soutenue. C'est-à-dire on a toutes les particules qui proviennent du vent solaire qui dominent tout le système solaire. Par contre, dès qu'on s'éloigne, le vent solaire il va décroître et les particules, il y a plus de particules qui vont venir de l'extérieur que du Soleil. Donc là, ça c'est la fin de l'influence du Soleil. Et on parle en fait de la fin de la magnétosphère solaire, de l'héliosphère. Donc bon, voilà, lié au champ magnétique du Soleil. En fait. Donc il y a un moment donné qui est à peu près au-delà de Pluton, où là on va avoir beaucoup moins de particules en provenance du Soleil et des particules qui proviennent du reste des étoiles de notre galaxie. Donc là on se dit qu'on est arrivé au bout du système solaire. Mais en fait, ce n'est pas complètement terminé, puisque je vous dis, après, il y a encore ce nuage de Oort, le réservoir de comètes, qui se trouve à peu près jusqu'à une année-lumière. Hein, donc ça, c'est un réservoir qui peut s'étendre à très très loin. Voilà, mais donc on peut considérer qu'en gros, quand on est à peu près vers Pluton, la sphère d'influence du Soleil est terminée. Et l'étoile la plus proche se trouvant à 4 années-lumière, c'est-à-dire à 40 000 milliards de kilomètres, eh bien, le fait d'avoir une sphère d'influence qui est bien inférieure à l'année-lumière, hein, si on prend la sphère d'influence du Soleil, la sphère magnétique, ça correspond au fait que vous avez une sphère d'influence qui est assez petite finalement par rapport à la distance entre le Soleil et l'étoile la plus proche qui est Proxima du Centaure. Voilà, donc personne n'a décrété qu'on est arrivé à la fin, c'est juste que quand on regarde l'enregistrement des sondes qui sont allées aux confins du système solaire après Pluton, donc, on se rend compte que la sphère d'influence magnétique du Soleil décroît. Ça va, c'est plus clair? Donc du coup, je continue, pas d'autres questions. Alors, ça me permet d'aborder maintenant la question de la Voie lactée. La Voie lactée, donc on en a un petit peu parlé au départ de façon rapide. Hein. Je crois que vous avez demandé qui avait vu la Voie lactée. Je vous avais dit que c'était votre devoir, c'était d'essayer de la repérer dans le ciel. Alors évidemment, il faut qu'il fasse nuit et il faut qu'il fasse beau et il faut que vous soyez dans une zone dénuée de pollution lumineuse, c'est-à-dire pas de lumière autour. Et à ce moment-là, vous pouvez apercevoir cette Voie lactée. Alors là l'image que je vous montre, c'est pris dans un environnement qui est assez exceptionnel, vu que c'est une image qui est prise au Chili, dans le désert d'Atacama. Ce que vous voyez ici, c'est la Voie lactée. Voilà. Et en fait, ce que vous repérez, c'est qu'il y a donc cette traînée blanchâtre qu'on voit, mais aussi beaucoup de zones qui sont noires, très noires. En fait, la Voie lactée, on dit toujours que c'est une zone, on parle souvent de traînée blanchâtre, une zone un peu blanche dans le ciel, mais en fait, on se rend compte que c'est aussi une zone très noire. Il y a beaucoup de zones qui sont très obscures dans la Voie lactée. Et qu'est-ce que c'est que ces zones obscures? Eh bien, c'est de la poussière, au même titre que les zones blanches que vous voyez là, vous avez de la poussière ici, et cette poussière-là, elle cache la lumière des étoiles qui se trouvent derrière. Donc ça nous donne quelque chose de très très sombre. Alors ça, c'est la Voie lactée. Donc ça, c'est un spectacle que vous pouvez voir hein, si vous êtes dans une zone qui est vraiment assez pure, hein, où il n'y a pas de pollution lumineuse. Et à ce moment-là, vous commencez à apercevoir non seulement la Voie lactée, mais aussi des nébuleuses.
c'est-à-dire des petits nuages de gaz où naissent, enfin des petits, ça peut être des grands nuages de gaz, hein, où naissent les étoiles. Vous les voyez petits, mais vous pouvez être très grands. Vous pouvez voir aussi des galaxies. Bref, vous pouvez voir un ciel très pur, beaucoup de choses dans la Voie lactée et dans le ciel en général. Mais donc la première chose à se rendre compte, c'est d'une part, vous voyez plein de zones blanches qui sont en fait beaucoup d'étoiles qui sont rassemblées très proches les unes des autres. Du coup, vous n'arrivez pas à les distinguer et vous voyez cette traînée blanchâtre. Et on voit aussi ces zones sombres qui sont de la poussière qui cachent la lumière des étoiles qui sont derrière. Le premier à expliquer la Voie lactée, vous vous rappelez peut-être, c'est Galilée. Galilée, il disait, il a d'abord observé, hein, il ne disait pas comme ça dans le vide, il a observé avec sa lunette, et il s'est rendu compte que la Voie lactée, en regardant la Voie lactée avec sa lunette, il s'est rendu compte qu'il voyait plein d'étoiles. Donc au début, il s'est dit, je vais d'ailleurs compter les étoiles, les noter, en faire un petit catalogue. Puis rapidement, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était une tâche hors de sa portée, puisqu'il y avait tellement d'étoiles qu'il n'arrivait pas, il ne pouvait pas faire ça. Mais le résultat important, c'était que en fait, la Voie lactée est le résultat de plein d'étoiles qui sont rassemblées, tellement rassemblées les unes à côté des autres, et tellement loin de nous, qu'à l'œil nu, on a l'impression qu'elles ne font qu'un et qu'elles ne font qu'un nuage. La Voie lactée, c'est ça. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage à la voir parce que c'est un spectacle qui est très joli dans notre ciel. Voilà, alors ça, c'est le centre de la Voie lactée que je vous montre ici. Donc, ça, c'est encore une fois une très belle image. Vous voyez ici, de nouveau, ces bandes blanches qui sont en fait le résultat de mettre plein d'étoiles les unes à côté des autres. Vous voyez cette bande d'absorption ici au milieu et qui est aussi qui se prolonge un petit peu au-dessus de ce bulbe galactique, ça c'est ce qu'on appelle le bulbe galactique. Et bien cette bande sombre, c'est de la poussière qui cache les étoiles qui sont derrière. Voilà. Et donc là, on est au centre de la galaxie, c'est-à-dire à l'endroit où il y a le plus de matière, un endroit où il y a un trou noir supermassif au centre qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil, et il y a plein de cadavres stellaires au centre, c'est-à-dire qu'il y a plein d'étoiles à neutrons, il y a plein de trous noirs, il y a plein de naines blanches. Pourquoi? Parce que ce sont plutôt les étoiles vieilles qui se trouvent au centre de la galaxie et les étoiles jeunes qui sont nées de nuages de gaz qui donc ont permis la naissance de ces étoiles plutôt récentes. Eh bien, ça, c'est plutôt dans l'extérieur, dans le pourtour, autour du centre galactique. Donc là, on a vraiment une vision du centre de la galaxie. Voilà une autre image. Alors après, il y a des images toutes plus artistiques qui sont que les autres. Je ne vais pas vous en montrer plein, mais là, je vous montre juste celle-là. Et là, vous voyez donc cette Voie lactée qui se reflète ici dans l'eau. Avec, voilà, vous voyez évidemment, normalement, on voit qu'une partie, on ne voit pas sous l'horizon. Donc là, on a l'impression de voir sous l'horizon cette Voie lactée qui, en effet, la Voie lactée, comme c'est, en fait, la Voie lactée, qu'est-ce que c'est? Nous, on est dans une galaxie. On voit notre galaxie qui a la forme d'un grand disque. On voit cette galaxie par la tranche. Donc nous, la Voie lactée qu'on voit, c'est en fait notre galaxie qui est un disque qu'on voit par la tranche. Comme ça. Et donc, si on n'avait pas d'horizon, on verrait en effet un disque qui nous entoure. Comme il y a l'horizon qui nous cache la moitié, on voit juste la moitié du disque qui nous entoure. Donc là, cette image on a l'impression que c'est comme s'il y avait toute la Voie lactée qu'on arrive à voir autour de nous. Alors cette fois-ci, voilà, là je vais maintenant rentrer au cœur de la Voie lactée, donc au centre de la Voie lactée. Donc là, ça c'est une image prise par un satellite de haute énergie qui s'appelle Chandra. Et toutes les, alors vous voyez que c'est assez pixelisé, mais toutes les bandes, toutes les étoiles que vous voyez là, sont en fait sont pas des étoiles, ce sont des étoiles à neutrons ou des trous noirs, c'est-à-dire des étoiles qui sont déjà mortes en fait. Et ce qu'on voit ici, c'est de l'émission à très haute énergie qui provient de ces corps-là. Donc c'est parce que la plupart des étoiles qui se trouvent au cœur, en fait, sont des étoiles qui sont déjà mortes, mais qui sont à côté d'une autre étoile et qui attirent la matière de ces étoiles-là. Et donc, ça fait on appelle ça de l'accrétion de matière, c'est-à-dire que vous avez une étoile qui est encore vivante, qui va fournir de la matière à cette étoile qui est morte. Et ça quand de la matière arrive dessus,
ça s'attire, ça se compacte et ça fait de l'émission à haute énergie. Et en fait, quand on regarde très précisément avec de l'optique active, l'optique adaptative, donc ça c'est des processus sur les... enfin, c'est des instruments sur des télescopes très puissants qui permettent d'avoir une très bonne vision. Eh bien, on s'aperçoit que, vous voyez cette croix jaune, là, voilà, et vous voyez, il y a des étoiles qui tournent autour. En fait, la plupart des étoiles qu'on voit sur ce champ tournent autour de cette croix jaune. Et quand on fait un zoom dessus, voilà ce que vous voyez, cette ellipse jaune. Hein, eh bien, cette ellipse jaune, c'est en fait une étoile qui tourne autour de quelque chose qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, là, c'est en fait ce trou noir supermassif qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil, dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et en fait, la rotation de cette étoile ou la rotation d'autres étoiles autour permet de mesurer la masse de ce trou noir. On utilise en fait les lois de Kepler, dont j'avais un peu parlé à un moment donné, quand j'ai parlé de Mars. Et j'ai parlé de Kepler qui a fait le calcul des observations de Mars qui avaient été faites par Tycho Brahe. Je vous ai dit, en fait, quand on a la période orbitale et quand on a la, la distance, on peut avoir la masse de l'objet qui tourne au milieu. Bien là, c'est exactement ce qu'on fait. On a la période orbitale, puisqu'on suit, vous voyez la date ici, donc on suit la rotation de cette étoile-là. La distance du champ galactique, on la connaît, et donc ça permet de mesurer la masse, et qu'on a mesuré à 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc, au centre de notre galaxie, il y a un trou noir qui pèse 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc, un gros trou noir. Nous, on ne risque rien, parce qu'on en est très loin. Ce trou noir-là, en fait, ce qui fait principalement, c'est qu'il absorbe du gaz qui se trouve au centre de la galaxie. Il absorbe aussi probablement un certain nombre du gaz de ces étoiles-là, qui passent à côté. Mais il est trop loin de nous pour les absorber, donc vraiment, on ne risque rien. Et en fait, on s'est aperçu au cours de ces dernières années que des trous noirs, il y en a au centre de la plupart des galaxies. Quasiment toutes les galaxies ont des trous noirs au centre. Voilà, et alors maintenant je vous montre cette image-là qui en fait nous ramène au système solaire, mais je voulais d'abord vous montrer la Voie lactée pour que vous sachiez ensuite distinguer ces deux lumières. Pas vraiment de danger que vous vous trompiez, puisque en fait la Voie lactée est très différente de cette lumière-là. Cette lumière-là, c'est ce qu'on appelle la lumière zodiacale. La lumière zodiacale, c'est de la lumière qui provient des poussières zodiacales. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est que la poussière zodiacale, on en avait un petit peu parlé déjà. La poussière zodiacale, c'est tout simplement toute la poussière qui reste dans le système solaire et qui était en fait là depuis la formation du système solaire. C'est de la poussière qui a permis aux planètes de se former, aux comètes, aux astéroïdes, etc. Et il reste de la poussière. Cette poussière qui reste, c'est la lumière zodiacale. Et cette lumière zodiacale, elle est très très faible. On la voit que dans les endroits où il n'y a vraiment pas de pollution lumineuse. Moi, je l'ai vu au Chili, dans le désert d'Atacama. Et c'est une lumière qui, en fait, on voit juste au lever du soleil ou au coucher du soleil, enfin, après le coucher ou avant le lever. Et en fait, cette lumière nous indique la direction du plan des orbites des planètes, puisque les poussières se trouvent sur le plan des orbites des planètes. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est le résidu de la formation du système solaire. Si le système solaire s'est formé, c'est grâce à la présence de toutes ces poussières que vous voyez dans cette lumière zodiacale. Donc aujourd'hui, en France en particulier, même dans la plupart des endroits en Europe, il est quasiment impossible de voir cette lumière zodiacale, parce qu'il y a trop de lumière partout. À part peut-être en montagne, si vraiment vous n'avez pas de lumière autour de vous. Donc voilà, il faut aller dans des endroits désertiques, type désert d'Atacama ou d'autres endroits, à Hawaï par exemple, des endroits où il n'y a pas beaucoup de lumière. Et à ce moment-là, vous pouvez la voir, cette lumière zodiacale. Alors l'idéal, c'est quand même d'avoir une vue très dégagée, de savoir à peu près
quelle est l'inclinaison du plan de l'orbite. Et à ce moment-là, quand on la voit, elle est vraiment brillante. Voilà, mais il faut être dans de bonnes conditions. Voilà, je vous montre un autre exemple. Vous voyez, cette lumière zodiacale qui se lève comme ça. Donc, ça peut être très brillant. Évidemment, là, c'est une photo. Donc, c'est intégré. Quand on la voit à l'œil nu, on voit quelque chose, mais il faut aussi être un petit peu habitué à l'obscurité pour mieux la voir. Et bien là, vous avez même les deux. Vous avez la Voie lactée et la lumière zodiacale. Comme ça, maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour les confondre. Ici, vous avez la Voie lactée. Alors, vous voyez, la Voie lactée, on la repère facilement. Elle a cette forme un peu d'anneau, d'arche dans le ciel. Alors que cette lumière zodiacale, vous voyez qu'elle est penchée, mais elle a toujours cette forme rectiligne, puisqu'évidemment, elle suit le plan de l'orbite. Donc, en fait, vous pouvez imaginer là, le soleil, il s'est couché comme ça. D'accord ? Et la lumière zodiacale apparaît comme ça. Et encore une autre image ici, avec cette fois-ci, vous avez même une indication avec la Voie lactée, ici. Alpha du Centaure, donc là, on se rend compte qu'on est dans l'hémisphère sud, sinon on ne verrait pas Alpha du Centaure. Vega est ici, et vous voyez Spica et Jupiter, et la lumière zodiacale se trouve ici. Donc, Saturne est ici, Jupiter est là. Vous voyez bien que la lumière zodiacale suit le trajet de l'orbite des planètes, c'est-à-dire suit le plan de l'écliptique, le plan de l'orbite des planètes. C'est pour cela que Saturne et Jupiter sont exactement dans le plan de la lumière zodiacale. Voilà, et je vais finir avec ça, qui est en fait, ça c'est une image de ce qu'on voit de l'autre côté de la Voie lactée, en fait. Donc là, vous voyez un ciel, là, vous voyez le grand et petit nuage de Magellan, et là, vous voyez le côté inverse du centre de la Voie lactée. Voilà. Et donc, c'est une lueur très faible que vous voyez ici, en fait, qu'on devine ici, qui est vraiment très, très faible. Eh bien, il est 10h10, je suis très ponctuel. J'en suis arrivé aux nébuleuses qu'on verra la semaine prochaine. Voilà, donc j'ai fini le système solaire, la Voie lactée. Je m'arrête un petit peu pour voir s'il y a des questions. Non, tout va bien? Vous avez tout compris? Si, moi j'en ai une, mais Oui, allez-y, très bien. c'est parce que vous avez dit que dans la plupart des galaxies, il y a des trous noirs au Oui, centre. oui. Mais est-ce qu'il y a des trous noirs autre part qu'au centre Alors, oui, le trou noir dont je parlais au centre des galaxies, je parlais de trous noirs supermassifs, c'est-à-dire de trous noirs qui sont très massifs, d'ordre du million, voire du milliard de fois la masse du Soleil. Il y a des trous noirs qui sont... donc ceux-là se trouvent au centre, ils sont vraiment très massifs. On pense qu'ils se sont formés en même temps que la galaxie, ou même peut-être un petit peu avant. Donc c'est du gaz qui s'est condensé et qui a formé ces trous noirs-là, et qui est très massif. Des millions ou des milliards de fois la masse du Soleil, ça veut dire qu'il faut des millions, des milliards de fois des étoiles comme le Soleil pour former un trou noir comme ça. Donc uniquement au cœur de la galaxie, on peut former quelque chose de ce type-là. Par contre, il y a des trous noirs qu'on appelle stellaires, des trous noirs de la masse du Soleil, ou de quelques fois la masse du Soleil, typiquement, jusqu'à une centaine de fois la masse du Soleil, c'est ce qu'on découvre actuellement. Ça, des trous noirs comme ça, il y en a plusieurs dans notre galaxie. Des trous noirs on va dire, de 5 à 10 fois la masse du Soleil, il y en a beaucoup. Et ils sont répartis dans notre galaxie, comme dans d'autres galaxies. Donc en gros, trous noirs supermassifs, qui résulte de la contraction de gaz au cœur des galaxies et qui pèse des milliards de fois la masse du Soleil. Ça, il y en a un au cœur de chaque galaxie. Et des trous noirs stellaires, c'est-à-dire des trous noirs qui résultent de la mort des étoiles, eux, ils pèsent entre 5, on va dire à peu près 15 fois la masse du Soleil, et cela, il y en a plein dans toutes les galaxies. Notre Soleil, lui, très rapidement, ne finira pas comme ça. Il n'est pas assez massif, donc il finira en naine blanche. Mais ça, on en parlera un petit peu plus dans l'un des cours précédents. Alors,
Ça va, Tom? C'est clair? Oui, oui. Ok. Merci. Alors, je vois la question. La lumière zodiacale indique la direction du plan du système solaire au plan de rotation. La lumière zodiacale indique la direction du plan. Oui, c'est ça. La lumière zodiacale indique la direction du plan du système solaire, tout à fait. La lumière zodiacale, c'est vraiment la lumière qui provient des poussières qui se trouvent dans le plan des orbites du système solaire. En fait, c'est assez simple. Hein. Au départ, le système solaire, c'était le Soleil avec plein de poussières autour qui tournaient comme ça dans un disque. La plupart de ces poussières-là se sont rassemblées pour former des planètes, des astéroïdes, des comètes. Donc tout ça tourne dans le même plan. Et le résidu de poussière, ben, il est toujours dans le même plan. Donc la lumière zodiacale qui provient de la lumière sur ces poussières-là, la lumière du Soleil reflétée sur ces poussières, elle se trouve dans le même plan que les planètes, puisque les planètes se sont formées à partir de cette poussière. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair ça? Donc elles n'ont rien la lumière zodiacale n'a rien à voir avec les étoiles de la Voie lactée, c'est vraiment autre chose. Parce que je vous ai montré les deux tout à l'heure, Voie lactée et lumière zodiacale, pour vous montrer que c'était des formes très différentes dans le ciel, mais qu'on pouvait les voir presque au même endroit. Voilà, quand on voit ça, vous voyez ici la Voie lactée qui est une arche comme ça, et qui est vraiment le disque de notre galaxie qu'on voit par la tranche. Et vous avez cette lumière zodiacale ici qui est la réflexion de la lumière du Soleil sur les poussières du système solaire. Donc les deux n'ont rien à voir, mais je vous ai montré cette image-là parce qu'on peut voir les deux en même temps.